En manchette aujourd'hui, les prix élevés des CHSLD préoccupent et fin de la saison hâtive pour les motoneigistes. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Les hausses du prix des loyers n'épargnent pas les centres d'hébergement de soins de longue durée dans la région. Une situation plutôt difficile pour plusieurs personnes âgées puisque peu de solutions sont offertes pour économiser. Kimberly Hall. Le coût de la vie, c'est bien beau que tout est rendu cher, mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un gel de ça, là, que ça arrête de monter, de monter, de monter. Là. Une chambre individuelle en CHSLD coûte aujourd'hui en moyenne 2 142 $ par mois selon la Régie de l'assurance maladie du Québec. À Amos, un homme dénonce sous anonymat une augmentation de 70 $ par mois en un an. Il se dit inquiet pour l'avenir de sa mère. Il y a une dame qui a son chèque de pension, puis ça rentre, bien, il ne reste plus rien pour s'acheter de la pâte à dents ou des produits de beauté ou du linge. Comme ça, là, elle est rendue à 86 ans. Là. Si dans 10 ans, elle est encore là, si elle augmente tout le temps des prix plus que 20 $ par année, ça commence à venir que ça devienne cher à long. Rappelons qu'en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté la pension de 10 % de manière permanente pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Malgré cette initiative, Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades, est d'avis que plusieurs personnes âgées continuent de s'appauvrir en raison des frais liés à l'hébergement. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables de payer et souvent ils sont obligés de vendre ou de disposer du moins des actifs dont ils disposent. Si vous ne disposez pas d'aucun revenu et que vous êtes sur l'assistance sociale, il se peut en effet que vous soyez exempté et généralement, lors de l'admission, ces questions-là sont vérifiées. Mais si par malheur, vous avez le moindrement de biens, bien là, c'est sûr que vous êtes pénalisé et vos exemptions, s'il y en a, diminue de beaucoup. Pour tenter de remédier à la situation, le Bloc québécois développe actuellement un projet de loi pour hausser la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. C'est tellement important parce que, comme je vous dis, on oublie tout le temps les gens de 65 à 74 ans. Donc, il y a une disparité entre les deux classes d'aînés. Donc, on est présentement là dans une procédure qui s'en va en troisième lecture. Malgré plusieurs relances, le cabinet du ministère de la Santé ne nous a fourni aucune explication pour mieux comprendre les causes exactes des augmentations du prix des loyers dans les CHSLD. Aucune solution n'est proposée non plus pour freiner les hausses supplémentaires. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Le gouvernement fédéral a déposé la semaine dernière le projet de loi C-63 pour contrer les préjudices en ligne et qu'Emilia, c'est une loi qui toucherait plus particulièrement les plateformes de médias sociaux. Le projet de loi vise principalement le contenu qui victimise sexuellement un enfant ou incite à l'extrémisme violent. La cyberintimidation et même l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des images ou des extraits sonores très réalistes font aussi partie du projet de loi. Et c'est que selon le gouvernement fédéral, les Canadiens sont exposés à énormément de contenus de tout genre sur le web. Ils souhaitent donc limiter l'exposition aux publications violentes de tous les Canadiens, mais plus particulièrement les enfants. D'ailleurs, j'ai discuté avec la porte-parole de la Sûreté du Québec pour savoir comment un parent peut protéger son enfant des contenus violents en ligne. Voici ce qu'elle m'a répondu. Il faut qu'ils gardent en tête que toute l'information, photos, vidéos, même si on les envoie en privé, ils peuvent devenir publics. Sur les médias sociaux, c'est plus facile pour les jeunes parce qu'ils pensent des fois qu'ils sont anonymes, des fois de commettre des actes d'intimidation, d'harcèlement, de proférer des menaces. Donc ça aussi, il faut leur en parler, de faire attention à ça. Et qu'Emilia, même si malgré tout un parent est à bout de ressources et remarque que son enfant est exposé à du contenu violent, qu'est-ce qu'on lui suggère de faire finalement? Nancy Fournier de la Sûreté du Québec m'a mentionné à plusieurs reprises qu'il ne faut surtout pas hésiter à dénoncer le contenu nocif sur le web. Et Mélissa, il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs ressources, tant pour les parents que pour les enfants, pour assurer une meilleure navigation en ligne. Ici, dans la région même, l'organisme Espace sans violence à Val-d'Or offre des ateliers dans les écoles et dans les maisons de la famille. Donc, je vous laisse entendre l'un de leurs intervenants. Les sujets sont la gestion saine des émotions, la gestion des écrans, l'intimidation et la cyberintimidation. Cet atelier apporte tout un tas d'outils destinés aux parents pour intervenir auprès des enfants.
La série d'ateliers est donnée en partenariat avec les maisons de la famille de Val-d'Or, Amos, Sainte-Terre, La Sarre aussi. Les parents peuvent s'inscrire à la maison de la famille. Et Mélissa, au courant de la journée, je vais aussi discuter avec une intervenante sociale qui a fait une recherche sur le sujet à l'UQAT et qui va offrir des outils concrets pour naviguer en ligne de façon plus sécuritaire. Reportage complet au bulletin de 18h. Merci, Kimilia. Au plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous l'avez sans doute remarqué, mais les réseaux sociaux de Meta étaient en panne ce matin. Donc Facebook, Instagram et WhatsApp notamment reviennent maintenant graduellement. Plusieurs milliers d'utilisateurs éprouvaient des difficultés de connexion depuis environ 10 heures ce matin, selon les données du site Down Detector. Le directeur des communications pour Meta, Andy Stone, avait indiqué sur la plateforme X que l'entreprise était au courant de la situation et qu'elle procédait à des réparations. Pour l'instant, aucune raison n'explique cette panne majeure. Sur un autre sujet, c'est le 23 mars à Montréal qu'auront lieu les funérailles d'État organisées pour l'honorable Brian Mulroney, ancien Premier ministre du Canada, qui est décédé le 29 février dernier. La cérémonie funèbre sera précédée d'une exposition en chapelle ardente à Ottawa, en Ontario, ainsi qu'à Montréal. Ces événements permettront aux Canadiens de saluer les contributions de M. Mulroney à la vie publique et d'offrir leurs condoléances. Et on passe en santé maintenant. Un élargissement de l'accès gratuit au dépistage du cancer du sein sera disponible pour les femmes de 70 à 74 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Santé, Christian Dubé, afin d'améliorer les services de prévention et de lutte contre le cancer au Québec. Auparavant, le programme était offert aux femmes de 50 à 69 ans et depuis le 1er février dernier, les personnes admissibles ont reçu par la poste une lettre d'invitation personnalisée pour obtenir un rendez-vous. On rappelle qu'un test de dépistage est recommandé aux 2 ans. Le gouvernement évalue également la possibilité d'élargir le dépistage aux femmes de 40 ans et plus. Et avec les températures de cet hiver, la saison des motoneigistes prend fin. Les quelques centimètres de neige sur les sentiers ne suffisent plus. Les clubs annoncent donc la fermeture des sentiers les uns après les autres. Et pour le vice-président de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, Mario Poirier, c'est du jamais vu en plus de 50 ans. La pluie et le temps doux ont également amené avec eux des enjeux de sécurité maintenant pour les usagers et les riverains. Pour ce qui est de nos motoneigistes et de nos VTT, la meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est si le sentier qui est normalement balisé traverse la rivière ou le lac est fermé, ben c'est pas le temps de prendre un raccourci. C'est parce qu'eux ont le mandat de vérifier l'épaisseur de la glace et de toute évidence, la glace ne semble pas être au rendez-vous cette année. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous pu profiter d'activités extérieures cet hiver? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. La ville de Val-d'Or sera représentée au grand rendez-vous de la CNE-SST à Montréal le 8 mai prochain. C'est ce qui a été annoncé durant le conseil municipal d'hier. Le directeur des travaux publics, Rémi Labrec, et le conseiller en santé et en sécurité, Luc Saint-Saëns, seront sur place. La ville aura peut-être la chance même de recevoir un prix dans la catégorie Innovation pour le projet de changement de couteau dans les chasse-neige. D'ailleurs, un prix a déjà été décerné au niveau régional en octobre dernier. Et on se déplace maintenant dans la communauté de Kichissakik. Ce jeudi, un camion de rue va servir d'outil d'intervention psychosociale auprès des adolescents de la communauté. En plus de servir des repas réconfortants, ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur l'ensemble des ressources offertes aux jeunes par le secteur de l'éducation. L'inauguration de cet investissement de plus de 325 000 $ va se faire devant l'école primaire. Et d'ailleurs, durant la fin de semaine, une nouvelle coopérative jeunesse gérée par des jeunes Anishinabek va être dévoilée. Et
c'est ce matin que la 10e édition du Festival de la Fée Athée d'Amos annonçait ses grandes primeurs. L'événement qui se déroule du 20 au 23 juin prochain reçoit le groupe punk mythique Les Vulgaires Machins ainsi que l'artiste Soulja. Les festivaliers sont invités à venir prendre part aux 3 jours de festivités au souterrain d'Amos. Et depuis ce matin, il est même possible d'acheter les billets, mais aussi les laisser passer. Le reste de la programmation est à venir sous peu. Et toujours au culturel, au lendemain de l'annonce de la fin du réseau Espace Bleu par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, le Conseil de la Culture en Abitibi-Témiscamingue suggère de rediriger ses investissements pour l'épanouissement du monde culturel. Par exemple, avec les explosions des coûts de construction, le financement peut servir à améliorer des projets d'infrastructures culturelles. En plus, le CCAT espère que l'argent pourrait aussi servir pour investir dans des projets artistiques en cours. 20 élèves du 4e et 5e secondaire de l'école d'Iberville ont participé à la compétition de robotique d'envergure internationale FIRST à Montréal. Ce week-end, les adolescents du groupe robotique Cuivre et Or ont pu représenter l'Abitibi-Témiscamingue. Ils ont dû construire un robot dans le plus court laps de temps possible. Leurs performances leur ont valu la 4e position dans le classement. Et pendant cette compétition de 3 jours, 40 équipes étaient sur place. À la météo aujourd'hui, le temps gris va continuer dans la région avant que le soleil n'apparaisse. On aura de la neige ou de la pluie qui devrait cesser cet après-midi dans la région. Les nuages nous rejoindront par la suite. Les températures seront stables de 2 et 4 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera dégagé sur tous les secteurs. Il fera un minimum de -10 et -7 degrés. Et je termine avec Carl Chevrier, qui est originaire de la communauté Anishinaabe de Témiscamingue First Nation. Il a été nommé parmi les 5 nouveaux ambassadeurs par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.